Merci. Avant de commencer, je voudrais juste dire que cette vidéo n'aurait pas été possible sans l'aide et l'assistance généreuse de Monsieur Bill Jurens, qui a mené une grande partie de la recherche qui forme la base de beaucoup de cette vidéo. Il a également contribué de manière significative à un certain nombre de livres, y compris le livre récent Battleship Bismarck, où, avec M. Doulin et Garski, le voyage du célèbre cuirassé et les batailles qu'il a menées sont présentés en détail, y compris une partie de ce que vous êtes sur le point d'entendre. Je vous recommande vivement de vous procurer un exemplaire. Alors, qu'est-ce qui a exactement tué le Her Majesty's Ship Hood? La réponse évidente semble être un obus allemand, mais c'était probablement le cas. Mais comment cela s'est-il passé? On a beaucoup parlé de l'endroit exact où et comment cet obus a causé la perte du navire, mais certaines des idées les plus répandues, si vous les examinez de plus près, n'ont pas beaucoup de sens, et certaines d'entre elles n'en ont pas du tout. Pour établir ce qui s'est réellement passé, ou plus précisément, quelle est la séquence d'événements la plus probable ou plausible, nous devons établir quelques points. Qui pourrait être responsable? Quelles étaient les capacités défensives de Hood face aux menaces que ces entités représentaient, et que faisait Hood au moment de l'explosion fatale? En termes de responsabilité, nous pouvons considérer trois parties: le cuirassé allemand Bismarck, le croiseur lourd allemand Prinz Eugen et Hood elle-même. Nous les examinerons dans l'ordre inverse lorsque nous y arriverons. Maintenant, en termes de capacité défensive, bien qu'un croiseur de bataille et relativement ancien à cela, au moins sur le papier, Hood était étonnamment bien défendu. Bien qu'initialement envisagé comme un navire quelque peu léger en armure en échange de vitesse, comme c'était le cas avec un certain nombre de conceptions de croiseurs de bataille britanniques, en raison des changements dans sa construction qui ont été pris en raison de la bataille de Jutland, elle est apparue comme un navire dont la protection de la ceinture principale était approximativement égale à celle des cuirassés de la classe Queen Elizabeth. L'armure elle-même était un peu plus mince à 12 pouces d'épaisseur, mais elle était inclinée de telle manière qu'aux distances de combat attendues des dizaines supérieures à inférieures de milliers de yards, l'épaisseur équivalente de l'armure qui faisait face à un obus entrant était à peu près similaire, l'armure de Hood devenant de plus en plus efficace à mesure que la portée augmentait et que l'angle de chute de l'obus entrant devenait plus raide. Ce type de ceinture principale inclinée serait répété dans les cuirassés de classe Nelson, Yamato, South Dakota et Iowa, pour n'en nommer que quelques-uns, bien qu'avec des variations dans l'épaisseur précise de l'armure et l'angle précis de l'armure en fonction du navire en question. Là où Hood était vulnérable, c'était son armure de pont. Celle-ci se composait de plusieurs couches de différentes épaisseurs sur plusieurs ponts, chacune couvrant des zones légèrement différentes. La complexité de ces combinaisons signifiait que déterminer exactement combien d'armure protégeait le navire d'un impact venant d'en haut à n'importe quel endroit donné est un véritable cauchemar pour commencer, compliqué par le fait que, puisque l'armure de ceinture de Hood, comme beaucoup de navires de son époque, avait des plaques plus minces en haut ainsi que la ceinture principale plus bas, les obus pourraient contourner cette armure plus mince et également contourner un certain nombre de couches d'armure de pont, ce qui ajoute encore plus de complexité à l'équation. Et c'est avant de réaliser que plusieurs couches d'armure plus minces sont en fait moins efficaces que les mêmes épaisseurs dans une seule couche massive. Divers plans pour remédier à cette faiblesse, allant de l'ajout relativement minimal mais utile à des refontes et modernisations à grande échelle, ont été envisagés pendant l'entre-deux-guerres, mais en 1941, aucun de ces plans n'avait abouti, tant le Hood était demandé pour servir de navire amiral à la Royal Navy. Elle deviendrait également connue comme un navire assez humide, car l'augmentation du déplacement combinée à l'armure supplémentaire intégrée dans la conception pendant sa construction avait tendance à la faire s'asseoir plus bas dans l'eau, surtout à l'arrière du navire, bien que cela variait en fonction de ce qui avait été ajouté ou retiré du navire au cours d'une année donnée et bien sûr de l'état du navire à ce moment-là, de la quantité de carburant et de fournitures utilisées, de l'état de la mer et d'un certain nombre d'autres facteurs.
Au moment de sa destruction, le Hood avait déjà reçu un coup qui avait déclenché un incendie au milieu des navires, que nous examinerons plus en détail lorsque nous examinerons les causes potentielles de sa perte, mais en termes de position, le navire avait, avec le prince de Galles, essayé de se rapprocher des navires allemands. Il y a une grande variété de raisons à cela, y compris le fait que l'ancien système de contrôle des incendies du Hood serait beaucoup plus efficace à courte portée. Bien que beaucoup ait été fait de l'armure de pont plus faible du Hood, et bien qu'il soit vrai que Holland aurait su cela, il est également vrai que les instructions de combat de l'amirauté prévoyaient que tous les engagements de navires capitaux majeurs cherchent à réduire la portée autant que possible, aussi rapidement que possible, notant que lors de la fermeture d'un navire, il présenterait un profil de cible plus petit et une cible plus difficile en général, car l'ennemi devrait ajuster pour des changements significatifs à la fois en portée et en vitesse, surtout lorsqu'un certain nombre de petites corrections de cap étaient faites. Ces instructions s'appliquaient même aux cuirassés de la RN qui avaient beaucoup plus de protection de pont. Il faut également prendre en compte que Holland connaissait la mission du Bismarck et que les navires allemands préféreraient éviter d'engager des unités lourdes britanniques. Donc en conduisant dur, cela limitait les options des Allemands, puisqu'ils avaient des croiseurs dans une direction, des glaces dans une autre et maintenant des navires capitaux dans une troisième. En réduisant la distance, même si le Bismarck et le Prinz Eugen tentaient une percée à pleine vitesse, il leur faudrait du temps pour soit sortir de portée, soit traverser la ligne d'avance britannique, dans les deux cas offrant plus qu'assez de temps pour que les canons britanniques infligent des dommages paralysants ou même mortels. Pour permettre à la distance de continuer à se réduire, les deux navires britanniques devaient effectuer des corrections de cap périodiques, celles-ci étant signalées par le hissage du signal de drapeau en bleu qui appelait à un virage de 20 degrés à bâbord. L'un de ces virages avait déjà été effectué, laissant tout tir d'obus entrant à contester avec un angle d'environ 37 degrés par rapport à la perpendiculaire, ainsi que l'angle de l'armure du Hood. Au moment de la détonation, le Hood signalait pour effectuer un autre virage, ce qui aurait laissé un angle de 17 degrés par rapport à la perpendiculaire, diminuant la résistance globale offerte par l'armure, mais ouvrant les tourelles d'X et Y et doublant ainsi la puissance de feu effective du navire. De toute évidence, l'endroit où elle se trouvait lors de ce virage fait une différence plutôt significative, mais nous pouvons reconstituer le scénario le plus probable en fonction d'un certain nombre de facteurs. L'examen de l'épave a montré que le gouvernail du Hood était bloqué dans un virage à bâbord, ce qui signifie qu'elle était quelque part dans ce virage de 20 degrés, mais ne l'avait pas terminé. Étant donné qu'il y a eu un court délai entre les premiers signes d'un problème et l'explosion où des changements de gouvernail auraient pu être effectués, cela exclut la fin du virage, mais permet également que le début de l'incident fatal se produise peu de temps avant le début du virage. De plus, lorsqu'un navire de la taille du Hood met son gouvernail de côté, il faut un certain temps pour que le flux d'eau modifié surmonte l'inertie du navire et modifie son cap de manière appréciable. En conséquence, le Hood aurait pu continuer son cap apparent pendant environ 10 secondes ou plus avec le gouvernail effectivement verrouillé à bâbord sans changer son angle par rapport à la cible. Cela prolonge bien sûr la fenêtre pendant laquelle les preuves physiques de l'état du Hood au moment de sa disparition correspondent au rapport de ce qu'il faisait à ce moment-là. Le rapport d'action du prince de Galles indique qu'un virage de 2 bleus à 0,555 a ouvert des arcs A au 9e salvo du prince de Galles. Hood avait encore 2 bleus en vol quand, à 0,600, juste après la 5e salve de Bismarck, une énorme explosion s'est produite entre le tuyau d'échappement arrière et le grand mât de Hood, et elle a coulé en 3 ou 4 minutes. La façon de signaler qu'un ordre de drapeau devait être exécuté était de descendre le drapeau, et ici, nous voyons qu'il volait toujours, ce qui suggère que le virage n'avait pas encore commencé au moment de l'explosion. Pendant ce temps, 2 des survivants à bord du Hood ont indiqué qu'un virage à bâbord venait de commencer et qu'il est possible que l'ordre de donner le signal d'exécution ait été donné juste avant l'explosion. Finalement, le prince de Galles a dû manœuvrer pour éviter l'épave du Hood. Si elle était toujours sur leur précédent parcours, cela est peu probable qu'il se soit produit, mais serait une préoccupation si le prince de Galles avait commencé à tourner conformément au signal. En rassemblant toutes ces informations, bien que les comptes puissent sembler contradictoires au premier abord, il existe un moyen de faire coïncider tous ces comptes, et cela nous donne en réalité une fenêtre de temps incroyablement étroite pour que l'explosion se produise. Si l'ordre d'exécution avait été donné à bord du Hood, il est probable que les gouvernails auraient été mis à bâbord en même temps.
Il y aurait cependant un court délai entre le moment où l'ordre est donné et le moment où le signaleur retire physiquement les drapeaux. Pendant ce temps, sur le Prince de Galles, avec le maintien de la formation primordiale et ayant été averti par le hissage du signal, il est probable que le gouvernail de ce dernier navire serait mis à bâbord lorsque le Hood commencerait à virer, plutôt que d'attendre strictement que le signal soit abaissé. Évidemment, les navires ont une inertie, donc le Prince de Galles aurait continué son virage dans les secondes suivant la destruction du Hood, nécessitant ainsi un changement de cap. Cela signifie cependant que la cause de la détonation s'est produite soit juste avant, soit au tout début du véritable virage du Hood, ce qui signifie que pour les besoins de cette discussion, nous pouvons supposer qu'au moins, pour les circonstances de la destruction causée par un impact d'obus, l'angle d'impact par rapport à la perpendiculaire est d'environ 37 degrés. Une fois que vous prenez en compte l'angle de l'armure du Hood et que vous ajustez ensuite pour les deux angles dans un environnement 3D, cela donne en retour un angle d'impact effectif pour un obus de juste en dessous de 44 degrés. Nous savons donc maintenant où se trouvait le navire et dans quel état il était. Examinons brièvement le processus de destruction. Il y a plusieurs témoignages d'yeux, et comme pour tous ces incidents, les détails diffèrent, mais le thème commun qui ressort de la majorité de ceux qui ont vu la séquence entière des événements est qu'une flamme presque silencieuse, de très haute intensité, semblait jaillir de quelque part autour du grand mât pendant quelques instants, avant d'être remplacée ou subsumée par une explosion un peu plus terne mais beaucoup plus expansive à proximité de la tourelle d'X, cette dernière étant presque certainement la détonation des magazines de 15 pouces à l'arrière. Selon tous les comptes, cela semble s'être produit peu de temps après l'arrivée d'une salve du Bismarck, que la plupart des observateurs qui ont repéré les obus tombants croient avoir entraîné un coup quelque part entre la cheminée arrière et le grand mât, bien qu'une petite minorité pense que 2 coups ont été portés. Ces événements se sont produits après que l'incendie sur le pont du bateau causé par un coup précédent a été observé comme ayant quelque peu diminué. Ainsi, tout scénario expliquant la destruction du navire doit tenir compte de cette séquence observée de destruction. Cela étant dit, examinons les coupables potentiels, à commencer par le Her Majesty's Ship Hood lui-même. Et oui, vous avez bien entendu, et il y a des preuves derrière cela. Tout le monde qui a vu le Hood exploser n'a pas mentionné une salve ennemie à ce moment-là ou peu de temps avant, et un certain nombre ont mentionné que l'explosion semblait coïncider avec le tir de l'une des tourelles arrière. 3 officiers subalternes du Prince de Galles ont rapporté ce qui suit. George Henry Goff a vu une salve du Bismarck atterrir sur le côté tribord du Hood très proche. Je me souviens ensuite avoir vu des flammes provenant de la tourelle Dix, dit-il. AB et Pex tiraient à ce moment-là et j'ai remarqué que Dix ne tirait pas. Ensuite, j'ai remarqué que la tourelle B tirait mais crachait des flammes. Après cela, la tourelle Y a tiré toute seule et Hood est monté. Edgar Holt a déclaré un incendie a éclaté à la hauteur de la tourelle Dix sur le côté bâbord de Hood. Environ 2 minutes plus tard, j'ai vu une flamme d'environ 3 mètres de long sortir du museau de la tourelle B et environ 1/2 à 1 minute plus tard, la tourelle Eagers sur Hood a tiré sa première salve. Une seconde après, Hood a explosé. Lawrence Sutton se souvient que Hood tirait avec ses tourelles les plus avancées. La tourelle Ig avait été formée à l'avant et à l'arrière pendant ce temps. La tourelle Wixix s'est ensuite orientée vers l'ennemi, et avant de tirer, il y a eu un éclair après le grand mât du Hood, qui semblait être un incendie sur le pont des embarcations. La tourelle Igby a ensuite tiré, et en même temps, un énorme éclair est apparu tout autour de la tourelle Igby. L'éclair s'est élevé bien au-dessus du grand mât du navire, et tout ce que j'ai entendu était un rugissement formidable, et je ne pouvais rien voir jusqu'à ce que la fumée se soit dissipée. C'est tout ce que j'ai vu du capot. Ce qui se passait exactement avec la tourelle B dans les premiers comptes est incertain. Peut-être un enrayement, peut-être un tir tardif, mais cela ne semble pas être lié à l'explosion principale, qui était certainement à l'arrière. Mais tous ces témoignages et quelques autres parlent d'un événement étrange survenu avec la tourelle X. En théorie, cela pourrait se produire de plusieurs manières. Par exemple, s'il y avait un dysfonctionnement avec l'un des canons qui a entraîné un éclair ou une explosion qui a fait sauter la brèche du canon, peut-être un obus coincé, une détonation prématurée, une faute de chargement qui a endommagé une charge, suivie d'une étincelle qui se trouvait au mauvais endroit, etc., etc. Cette explosion ou combustion à haute énergie aurait alors pu entraîner un éclair se propageant à travers le système de manutention des munitions et dans le magasin.
Cependant, cela aurait nécessité que quelqu'un ait désactivé les mesures anti-flash du navire à la manière de Jutland, ce qui est techniquement possible, mais après Jutland, ces mesures ont été renforcées et rendues beaucoup plus complexes. Donc les désactiver n'aurait pas été quelque chose qui aurait pu être fait facilement ou rapidement. Avec l'augmentation de la force en particulier, même un surstockage de charge dans la tourelle et ou la salle des obus à la manière de Jutland n'aurait pas dû être en mesure de violer le système. Une chance extrêmement faible pourrait être qu'une explosion se produise juste au moment où le monte-charge avec le prochain ensemble de charges et d'obus arrive, ce qui pourrait alors être en mesure d'enflammer ces charges et de propulser le monte-charge vers le bas, un peu comme un projectile explosant de nouveau dans le magasin. Mais cela serait une séquence de plusieurs événements qui auraient également dû coïncider à la seconde près, et même alors encore. Outrepasser des fonctionnalités de sécurité? Il y a aussi le fait que, bien qu'un grand nombre de tourelles de taille variée aient été touchées et brûlées lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, il était très rare que cela entraîne une détonation de magazine et la perte du navire. Le feu et les explosions ont tendance à chercher des zones de pression plus faibles et ont donc tendance à s'évacuer vers le haut et vers l'extérieur, alors qu'une flamme se dirigeant vers un magasin va augmenter la pression devant elle. Car dans un magasin fermé, tous les chemins de sortie vont être ceux que la flamme ou l'éclair suit pour essayer d'entrer. En retour, cette pression accrue ralentira l'avancée d'une flamme, peut-être pas beaucoup et peut-être pas longtemps, mais lorsqu'une explosion est impliquée, rien ne dure très longtemps de toute façon, et le volume de pression plus faible dans la zone de l'explosion initiale aura tendance à provoquer un effet de rebond des zones fermées, aspirant l'air et tout éclair avançant vers elle. Bien sûr, une explosion suffisamment grande peut surmonter cela, mais il n'y a aucune indication que Hood suivait les procédures de manipulation de munitions de style Jutland et empilait la tourelle avec des charges supplémentaires. Un certain nombre d'autres navires de guerre ont subi des défaillances d'armement assez catastrophiques. Richelieu plusieurs fois pendant la Seconde Guerre mondiale et l'Iowa dans les années 1990, mais cela n'a pas entraîné la détonation du magasin. Cela n'expliquerait pas non plus la première éruption autour du Grand Mât. Le navire aurait dû simplement exploser autour des magasins arrière, à moins que la défaillance initiale dans la tourelle n'ait provoqué suffisamment d'air déplacé pour provoquer l'embrasement du feu sur le pont du bateau. Mais un embrasement aussi intense dans ces circonstances est à nouveau extrêmement improbable. De plus, même les croiseurs de bataille à Jutland ont été observés pour avoir un retard notable entre l'arrivée d'un obus fatal et la détonation subséquente de leur magasin. Étant donné que les tourelles de Hood étaient en bien meilleur état à cet égard que ces navires, il semble très improbable que l'on puisse relier un tir d'arme spécifique à l'explosion du navire une seconde plus tard. Il n'y aurait pas assez de temps pour que l'éclair se propage, que le magasin brûle, que la pression s'accumule et que la boule de feu destructrice émerge. Donc, bien qu'il ne puisse pas être définitivement écarté, il semblerait que ce ne soit pas le scénario le plus plausible. Puis le feu sur le pont du navire. Cela durait depuis un certain temps et a été décrit par les survivants comme un incendie dans les casiers à munitions d'usage immédiat pour les canons secondaires à proximité. Aurait-il pu se propager au magasin arrière? Cela semble très peu probable. L'incendie était à l'air libre et aurait donc tendance à s'évacuer dans l'air, et le pont du bateau avait plusieurs couches de blindage de pont entre lui et les magasins verticalement, ainsi qu'une certaine distance à parcourir horizontalement. Une explosion même de l'ensemble du stock de munitions de 4 pouces prêtes à l'emploi n'aurait pas suffi à percer les ponts blindés même directement sous le site de l'explosion, encore moins beaucoup plus loin dans le navire. Le monte-charge des canons de 4 pouces était verrouillé car on ne s'attendait pas à une utilisation prochaine des canons. Les liquides enflammés se propageant à partir de cet incendie pourraient ne sembler offrir une voie potentielle, mais il y avait des contrôles extrêmement stricts concernant le stockage et le jetisonnement en action de l'essence et d'autres fournitures similaires, et dans tous les cas, tout produit pétrochimique enflammé aurait dû surmonter les mêmes systèmes de sécurité des munitions qu'une explosion aurait dû, ce qui aurait pris un temps considérable, même en supposant que personne n'était associé à de tels systèmes de monte-charge de munitions hautement protégées. Remarquez ou faites quelque chose à propos, vous savez, d'une colonne d'essence qui tombe. Et en supposant que même si l'essence enflammée à mouvement lent arrivait quelque part délicat, elle aurait consommé une grande partie de l'oxygène disponible à l'intérieur de ces espaces confinés qu'elle devait traverser, et aurait donc très probablement éteint elle-même en chemin. Donc, au vu des preuves,
cette thèse peut sans doute être efficacement rejetée. Et qu'en est-il du prince Eugène? On a beaucoup parlé de la possibilité que les plus petits obus de 8 pouces du croiseur lourd aient peut-être été le coupable via un tir plongeant. Pour cela, jetons un coup d'œil à la portée de l'engagement qui influencera presque tous les scénarios suivants. Les chiffres de portée donnés pour les derniers moments du Hood varient considérablement selon la source, d'un peu moins de 15 milliards à un peu plus de 21 milliards. Mais la plupart des chiffres, et en effet ceux basés le plus étroitement sur les observations des navires impliqués dans la bataille, ont tendance à graviter vers le milieu de ces chiffres, d'un peu moins de 17 000 à un peu plus de 19 milliards. Étant donné que ces derniers parlent plus de la portée au moment de l'explosion, qui serait légèrement plus courte qu'au moment de l'impact, nous prendrons une portée d'environ 19 milliards comme une bonne estimation, et étant à l'extrémité supérieure des portées probablement possibles, favorise les arguments pour un tir plongeant. Malheureusement pour la théorie, elle ne les favorise pas tant que ça. L'angle de chute des tirs du prince Eugène à cette portée n'est que d'environ 19 degrés au maximum, ce qui signifie qu'aucune pénétration de pont n'a lieu. L'obus rebondirait simplement, et une fois ajusté pour l'angle de la ceinture du Hood par rapport au feu entrant, la pénétration de l'obus de 8 pouces à cette portée, même si le croiseur allemand utilise des obus perforants, ne traverserait même pas la partie la plus mince et la plus haute de la protection latérale du Hood, car son épaisseur de départ avant ajustement de 5 pouces est déjà supérieure aux 4 pouces de pénétration approximatif que l'obus de 8 pouces peut atteindre, sans parler des épaisseurs de 7 pouces ou de 12 pouces plus bas. En bref, le prince Eugène pourrait certainement blesser le Hood à cette portée en démolissant des éléments non protégés du navire, mais il n'y a aucun moyen pour l'obus d'atteindre un endroit qui pourrait poser une menace existentielle aux croiseurs de bataille britanniques. Cela nous laisse avec les canons de 15 pouces du Bismarck, et ici un certain nombre de théories ont été avancées. Pénétration directe des principaux magasins de Hood par un obus à travers la ceinture principale, pénétration au-dessus de la ceinture principale via la ceinture de 7 pouces, et une partie du pont, un obus plongeant comme celui qui a touché le prince de Galles, mais cette fois aussi en explosant, un coup sur les lance-torpilles de Hood, et diverses autres permutations. Eh bien, passons en revue ces points. Premièrement, les torpilles. Hood possédait une paire de tubes lance-torpilles jumelés au-dessus de l'eau, positionnés juste à l'arrière de la cheminée arrière, un lanceur jumelé par côté. Chaque lanceur disposait de 4 torpilles disponibles pour 2 salves, chaque torpille transportant environ 500 livres de trinitrotoluène comme charge militaire. La théorie veut qu'un obus frappant cette zone puisse déclencher les torpilles, et à son tour, l'explosion de 2000 livres de trinitrotoluène déchirerait le navire et déclencherait les magasins. Il y a cependant quelques problèmes majeurs avec cette théorie. Une explosion de trinitrotoluène est vive, soudaine, et n'est pas accompagnée de flammes prolongées, comme on a pu l'observer juste avant que le Hood n'explose. De plus, le prince Eugène a signalé des torpilles dans l'eau quelques minutes après la destruction du Hood. Le Hood était le seul navire britannique présent équipé de torpilles, car le prince de Galles n'en portait pas, ce qui réduit de moitié les explosifs probablement disponibles. De plus, les têtes de torpilles sont en réalité étonnamment stables. Le simple choc d'un obus frappant ou traversant ne va pas les déclencher, bien qu'un obus détonnant au milieu d'eux pourrait le faire. Dans un certain nombre d'autres cas où des navires équipés de torpilles ont été touchés, les têtes de torpilles n'ont pas explosé, même lorsque les cartouches d'air comprimées dans leur corps ont été violées. Les armes beaucoup plus grandes à bord du Her Majesty's Ship Nelson, par exemple, ont complètement dévasté la salle des torpilles, courant partout comme on dit comme des chats échaudés, mais n'ont pas réussi à détonner lorsqu'elles ont été soumises au choc d'un coup de torpille à proximité lors d'opérations en Méditerranée. Très occasionnellement, un coup direct d'un explosif détonnant déclencherait une torpille. Cependant, la détonation d'une quantité de trinitrotoluène égale ou supérieure n'a pas entraîné la destruction instantanée du navire en question, ni la détonation des magasins, même si le navire subissant l'expérience était considérablement plus petit que le Hood, les magasins beaucoup plus proches et la protection intermédiaire nettement moindre. Même lorsqu'une détonation de torpille condamnait un navire, il fallait un temps assez long pour que le navire coule. Les estimations des experts de l'époque estimaient que même si les 4 torpilles explosaient, le résultat probable serait de faire sauter localement la plaque de 5 pouces et de 7 pouces, mais pas la plaque de 12 pouces en dessous,
le résultat global étant peut-être un trou de 20 pieds soufflé dans le flanc du navire, avec la plupart de tout ce qui est au-dessus, mais offrant un chemin relativement facile vers l'air libre, il n'y a aucun moyen concevable pour l'explosion de voyager ou de propulser un objet à travers plusieurs ponts en passant par plusieurs couches de protection et finalement atteindre les magasins. Cette protection comprenait également une boîte blindée construite autour de la salle des torpilles, qui, bien qu'elle ait été principalement conçue pour éloigner les projectiles des torpilles, aurait également canalisé quelque peu toute explosion interne, principalement vers l'extérieur et quelque peu vers le haut, dans la direction exactement opposée au magasin, bien qu'une telle explosion ait pu causer des dommages structurels à la partie supérieure de la poutre entière si elle s'était produite. Étant donné que le pire scénario n'implique que 2000 livres de trinitrotoluène, les chances que la moitié de cet explosif ait un effet beaucoup plus grand sont infiniment faibles et comme mentionné précédemment, le schéma des dommages et des incendies est incompatible avec les derniers moments rapportés du croiseur de bataille. Nous arrivons donc aux obus plus prosaïques frappant directement le magasin. On fait parfois beaucoup de ce diagramme montrant des tirs plongeants contournant la plupart ou la totalité de la protection principale de Hood, pénétrant le pont sous un angle favorable puis frappant les magasins. Cependant, cela omet un facteur plutôt important. Les angles de chute montrés sont représentés entre 20 et 30 degrés. À la portée que nous utilisons pour la distance entre les deux côtés, l'angle de chute des obus de Bismarck n'est que d'environ 14 degrés. Même l'angle le plus bas pour ce diagramme, 20 degrés, ne se produit pas à moins que Hood ne soit à 5500 yards supplémentaires, bien au-delà des estimations les plus longues pour la portée entre les deux navires, et un coup à 30 degrés aurait pratiquement dû se produire au moment où les deux côtés se sont repérés, un moment où le navire allemand était encore à quelques minutes de tirer. Donc ces scénarios particuliers ne sont pas pertinents pour nos considérations. Finalement, il semble que la ceinture principale ait simplement été percée par un obus de 15 pouces. Nous pouvons estimer les capacités de pénétration d'un obus allemand de 15 pouces aux distances et angles impliqués via un certain nombre de méthodes, y compris les calculs de pénétration d'armure allemands survivants et les données. Bien sûr, il y a toujours un degré d'incertitude. La performance d'un obus ou d'une armure peut varier légèrement d'un exemplaire à l'autre. L'angle absolu d'impact peut varier selon le rôle du navire. Le comportement de la coiffe perforante de l'obus peut également varier. Même le taux de combustion de la charge peut donner des vitesses légèrement différentes. Donc, ces informations sont, au seuil de pénétration, toujours une approximation du cas moyen, avec la compréhension que les résultats réels peuvent varier quelque peu dans un sens ou dans l'autre. Cependant, dans ce cas, c'est incroyablement improbable car les valeurs pour l'angle de l'obus, l'épaisseur de l'armure et la vitesse de l'impact sont bien au-delà de la zone où vous vous attendriez à voir une pénétration. Sans une confluence particulièrement spectaculaire d'événements, un tel coup aurait fait sonner les compartiments voisins comme une cloche, mais ce serait à peu près tout. Dans ces conditions, vous vous attendriez à ce que la pénétration se produise à quelque chose autour de 9 à 9 pouces et demi d'épaisseur de plaque, ce qui est bien en deçà des 12 pouces de la ceinture principale de Hood, bien que lorsque vous passez de 12 pouces à 9 pouces, les chances d'un meilleur résultat que la moyenne pour l'obus augmentent. Cela, cependant, soulèvera immédiatement quelques drapeaux, car 9 pouces est bien sûr supérieur à 7 pouces, avec l'épaisseur de l'armure au-dessus de la ceinture de 12 pouces. Peut-être que c'est le coupable. Alors que l'obus aurait certainement pu traverser la ceinture de 7 pouces, sa vitesse aurait été considérablement réduite, et il aurait ensuite dû faire face à un pont de 3 pouces, à un angle très faible. En tenant compte de la vitesse restante après avoir pénétré la ceinture de 7 pouces, et même en étant assez généreux en ne tenant compte que de l'élément vertical de cet angle d'impact et non de l'horizontal, une concession qui augmente l'efficacité de l'obus allemand, vous n'obtenez toujours aucune pénétration. L'obus aurait ricoché sur la plaque de pont de 3 pouces pour éclater quelque part au milieu du navire, haut dans le navire et loin de tout dommage à la soute à munitions, le pont résistant à tout éclat. Une pénétration de la ceinture de 5 pouces encore plus haute entraîne un obus qui traverse le pont blindé dans cette zone, mais l'obus détonne ensuite lorsque le fusible atteint sa limite de temps avant qu'il n'atteigne le prochain pont en dessous, où il ricoche de la même manière et détonne à nouveau haut dans le navire.
Certains pourraient se demander à propos de la pente de l'armure du pont inférieur, mais comme vous pouvez le voir lorsque la ligne est mise à l'échelle à 15 pouces d'épaisseur pour représenter la largeur réelle d'un obus entrant, pour que l'obus pénètre juste assez au-dessus de la ceinture de 12 pouces sans s'accrocher à elle, signifie que l'angle de descente est assez faible pour qu'il doive frapper le pont horizontal, bien que seulement de justesse. Donc, les choses semblent plutôt bonnes pour le Her Majesty's Ship Hood pour le moment, le scénario le plus probable étant une chance infiniment improbable qu'elle se soit tuée. Mais il nous reste encore quelques scénarios et bien sûr il y a le fait qu'elle a effectivement explosé. La prochaine option est un obus plongeant, un obus qui a touché l'eau avant le navire, a traversé la mer, puis a pénétré dans le navire en dessous de la protection de l'armure, à travers le système de défense contre les torpilles, puis dans ou près de la soute à munitions avant d'exploser. Une telle attaque avait été planifiée et des modifications spéciales avaient été apportées aux obus par les marines françaises et japonaises, pas l'allemande. Inversement, un obus a plongé et pénétré le Her Majesty's Ship Prince of Wales, bien en dessous de son schéma d'armure, et c'était sur un navire qui était équipé d'une ceinture d'armure plus profonde spécifiquement en cas d'une telle attaque. Bien que le Hood n'ait pas été conçu en pensant à ce type d'attaque, sa tendance à naviguer quelque peu bas sur l'eau à ce stade accordait un degré de protection supplémentaire quelque peu similaire, bien qu'il soit difficile de juger exactement combien. Mais tout d'abord, il faut souligner que l'obus qui a touché le Prince of Wales a frappé si profondément qu'il indique un point d'impact avec l'eau considérablement éloigné du navire. Son détonateur s'était activé à l'impact avec l'eau, mais n'étant pas conçu pour les forces associées à un déplacement sous-marin violent à haute vitesse, le détonateur avait ensuite échoué, laissant l'obus poursuivre son voyage. Si le détonateur avait fonctionné, il aurait explosé bien avant d'atteindre le navire. En ce qui concerne le Hood, en supposant que le détonateur fonctionne réellement avec le retard standard commun aux détonateurs d'obus perforants allemands, il y a une chance marginale qu'un obus atterrissant dans une fenêtre très étroite à environ 20 pieds du navire puisse, en supposant que le détonateur survive à l'impact et à la chute, se faufiler juste entre les éléments du système de défense contre les torpilles qui pourraient autrement le ralentir à travers le blindage sous-marin et dans la zone des magasins avant de détonner. Bien que tentant, cela suppose que le détonateur fonctionnerait toujours, que l'obus reste sur sa trajectoire et qu'il arrive au navire dans la bonne direction. L'obus dans le Prince de Galles a été retrouvé à l'envers. Il y a aussi le fait qu'un coup direct sous l'eau sur le magasin apporterait une énorme quantité d'eau pressurisée, non seulement par la profondeur, mais aussi par la vitesse du navire. Et puisque les charges du magasin n'explosent pas instantanément, car il faut un court laps de temps pour que le feu se propage et que la pression s'accumule. L'eau entrante éteindrait probablement, ou du moins atténuerait considérablement tout incendie subséquent. Voyez par exemple le coup porté à l'United States Ship Boise lors de la bataille du Cap Espérance. Donc possible, mais un peu tiré par les cheveux d'un point de vue physique, cela aurait également entraîné un éclaboussement d'impact avec l'eau qui était suffisamment éloignée du navire pour être distinct, et cela n'a pas été observé. Il y a bien sûr aussi le fait que l'endroit où les observateurs ont vu un impact était beaucoup plus en avant sur le navire, et bien sûr la colonne de flammes autour du mât principal, qui sont tous deux des éléments qui militent contre un impact direct sur les magasins du navire. Il y a cependant une hypothèse qui correspond à tous ces faits et qui tire un avantage notable d'une caractéristique hydrodynamique qui se trouve justement correspondre à la zone où nous cherchons à ce qu'un impact se produise. Tout commence à des centaines de pieds de distance à la proue du navire. Comme tout navire en mouvement, il crée une vague d'étrave. En dehors des conceptions sophistiquées comme une proue bulbeuse ou d'autres formes uniques, généralement plus le navire est grand et rapide, plus la vague d'étrave créée par le navire traversant l'océan est grande. Cela se construit jusqu'à une crête dans le quart avant du navire avant de diminuer progressivement, comme toutes les vagues atteignant finalement un creux puis remontant à nouveau et ainsi de suite jusqu'à ce que son énergie soit épuisée. Ce profil de vague variera en fonction de la vitesse pour un navire donné. Plus le navire va vite, plus la vague d'étrave est grande et donc le creux est profond. Nous savons que le Hood se déplaçait à un peu plus de 28 nœuds, environ la vitesse maximale du Prince de Galles qui le suivait, et dans ces circonstances, le creux de la vague d'étrave, ou point le plus bas, se trouve juste un peu en avant des tourelles arrière, un peu comme ceci. Maintenant, je peux vous entendre dire, eh bien c'est un modèle. Vous pouvez l'adapter selon vos préférences. Eh bien, l'Amirauté a pensé à cette possibilité, et ils ont également élaboré ce diagramme qui montre à peu près la même chose.
Vous pourriez penser que le diagramme de l'amirauté semble moins sévère que votre modèle, et ce serait une déclaration précise. Cependant, je vous demanderai de jeter un coup d'œil à cette image. C'est l'une des dernières, sinon la dernière photo de haute qualité survivante du Her Majesty's Ship Hood, prise quelques jours avant son dernier engagement, alors qu'elle se précipite vers le détroit du Danemark, prise depuis un hydravion. Elle voyage à peu près à pleine vitesse, et vous pouvez voir que la vague d'étrave et la creux accompagnant sont en fait assez sévères, beaucoup plus proches du modèle que du diagramme théorique de l'amirauté, et exposent en fait une bonne partie de la peinture rouge qui est sous la ligne de flottaison du navire, juste dans la zone que nous considérons. Comme cette photo représente le Hood à peu près dans l'état où il aurait été quelques jours plus tard lors de la bataille du détroit du Danemark, c'est une image assez définitive. Maintenant, bien que ce changement de profondeur ne soit pas tout à fait suffisant pour exposer entièrement la ceinture de 12 pouces, la perte de profondeur signifie qu'un obus pourrait arriver à un point similaire juste en dessous de la ceinture sans avoir à traverser autant d'eau, ce qui rend le fusible beaucoup plus susceptible d'être encore intact car la plupart des forces qui l'éteindraient sont exercées pendant le voyage à travers l'eau qui est minimisée dans ce cas. Le point d'impact avec l'eau serait également beaucoup plus proche et moins distinct du navire lui-même, et l'obus conserverait beaucoup plus d'énergie pour sa progression dans le navire. Et que se passerait-il si un obus arrivait approximativement dans la zone décrite dans ces circonstances? Vu les événements qui ont suivi, voici le scénario le plus probable. Un obus de 15 pouces frappe l'eau juste avant le navire, dans le creux du profil de vague du navire, probablement un peu plus de 10 pieds du côté du navire. Plongeant sur une courte distance, il se dirige vers la coque juste sous la ceinture d'armure, naviguant gaiement au-dessus de l'essentiel des tubes d'écrasement qui font partie du système de défense contre les torpilles et à travers le blindage de la coque. La mèche a été initiée. À ce stade, il reste moins d'un tiers de seconde. Une fois à l'intérieur du navire, en raison de l'emplacement de l'impact, l'obus se retrouve dans les espaces de machine à l'arrière, mais grâce à l'angle du navire par rapport à l'angle de l'impact, il se dirige vers la cloison arrière, au lieu de simplement dans un bloc de machine autrement très précieux. L'obus frappe ensuite la cloison arrière qui sépare les espaces de machine du magasin de 4 pouces. Soit en cours de route, soit plus probablement peu de temps après, l'obus explose, le magasin de 4 pouces prend feu et un nuage de gaz brûlant en expansion rapide commence à se propager. Les charges de 4 pouces ont un rapport surface-volume plus élevé que les charges d'armes plus grandes et elles sont encastrées. Bien que cela signifie qu'elles sont plus difficiles à déclencher initialement, une fois qu'elles commencent à brûler, le confinement rend une explosion beaucoup plus probable qu'une combustion rapide, augmentant ainsi les risques de déclencher d'autres charges à proximité. Les gaz en expansion cherchent maintenant le chemin de moindre résistance, à travers le trou que l'obus vient de percer dans la cloison. La pression à l'intérieur du magasin augmente à mesure que davantage de munitions de 4 pouces cuisent, le gaz chaud et la flamme commencent à remplir l'espace de la machinerie, mais ils ont déjà un chemin vers le haut et vers l'extérieur à travers les conduits de ventilation qui traversent le navire, émergeant autour de la zone du mât principal. Dans la seconde ou deux qu'il a fallu pour que tout cela se produise, les observateurs extérieurs n'ont rien vu. Maintenant, cependant, une colonne de flammes vives et hautes jaillit des conduits de ventilation alors que le magasin en feu dépense une partie de son énergie comme un chalumeau éphémère par la voie la plus facile vers l'atmosphère. Mais l'énergie dans le magasin est trop importante. L'air ne peut circuler que si vite, et le trou sortant du magasin vers l'espace des machines et les conduits de ventilation ne peut soulager qu'une certaine pression. La pression dans le magasin augmente rapidement, s'exerçant de tous côtés. Vers le bas et sur les côtés, l'océan incompressible n'est pas si loin. Au-dessus, une série de couches de blindage de pont contiennent momentanément la pression croissante. Dans les quelques dixièmes de seconde après que la pression atteint un point où le magasin de 4 pouces commence à se rompre, le seul espace facilement accessible restant, qui n'est pas déjà à haute pression, est soutenu par des liquides incompressibles. C'est la cloison séparant les magasins de 4 pouces et de 15 pouces, le magasin intermédiaire de 5 pouces et demi ayant été retiré pour être converti en plus d'espace de magasin de 4 pouces.
La pression et la combustion du magasin de 4 pouces éclatent dans le magasin de 15 pouces, allumant charge après charge alors que plusieurs centaines de tonnes de propulseurs s'enflamment presque instantanément. Alors que le nouveau pic de pression est beaucoup plus grand et commence à déchirer le navire dans toutes les directions, il y a une voie qui est légèrement plus facile que la plupart. La vague de pression se précipite dans les monte-charges de munitions, pulvérisant les mesures anti-flash en cours de route, et comme l'explosion est maintenant assez puissante pour déchirer tout le croiseur de bataille, plaque de 12 pouces et tout en deux. Quelques portes flash ne sont pas un véritable obstacle. Maintenant, une tempête infernale de fragments de coquilles de feu et d'air superchauffé à haute pression explose dans les tourelles arrière, débordant des ports de canon, ouvrant des écoutilles et envoyant une colossale boule de feu se précipiter vers le ciel avec les deux tourelles arrière. Avec la majorité de la pression maintenant soulagée, la coque du navire perforée comme un fromage suisse et à peine maintenue ensemble est maintenant soumise aux forces immenses d'un navire de plus de 45 000 tonnes, subissant les premières étapes d'un virage à haute vitesse. La coque affaiblie se tord alors que l'eau qui s'engouffre l'attire. Dans la partie avant du navire où certaines personnes sont encore en vie, elles sentent le navire gîter légèrement à tribord, alors que la partie avant se penche hors du virage du côté bâbord, sans certains des effets stabilisateurs du tiers arrière du navire, et très probablement du fait que des tonnes d'eau inondent rapidement ce qu'il reste des espaces d'ingénierie, surtout du côté tribord où le coup a eu lieu. Il est possible que ce qui reste de la coque entre les deux sections agisse probablement comme un ressort de torsion, alors que le navire ralentit. La partie avant du navire se tord alors de nouveau vers bâbord, mais la coque surchauffée, stressée, déchirée et maintenant tordue ne peut plus retenir grand-chose et se remplit de toute façon rapidement d'eau. La partie avant du navire gîte vers bâbord alors que ce qui reste de l'arrière coule rapidement, rempli d'eau par l'inertie avant. Une autre possibilité, et peut-être plus probable, est qu'au fur et à mesure que l'inondation progressait à travers le navire, cela a induit un effet de surface libre, car un changement de l'angle de gîte du navire vers la verticale plus normale aurait provoqué une vague d'eau se précipitant de tribord à bâbord, aggravant l'inondation qui, combinée à l'instabilité compréhensible ressentie par seulement la moitié d'un navire, a induit une gîte à bâbord plutôt plus grande et plus permanente. Maintenant, avec l'eau qui s'infiltre depuis la partie la plus à l'arrière du navire encore intacte, la section avant commence à couler rapidement par l'arrière, peut-être aidée en chemin par les débris qui étaient encore attachés à la poupe avant qu'elle ne se détache. Les tourelles avant tirent une dernière salve de défi, et moins de 3 minutes après l'arrivée de l'obus, la fierté de la Royal Navy a disparu sous les vagues. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce qui, selon toutes les preuves que je peux voir, semble être l'explication la plus probable de pourquoi le Her Majesty's Ship Hood a explosé au moment et à l'endroit où il l'a fait. Oui, en effet, c'est un coup incroyablement chanceux, mais comme il s'avère, toutes les preuves suivantes sont là. Partagez votre avis dans les commentaires et à bientôt pour une autre vidéo. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé. Si vous avez un commentaire ou une suggestion pour un navire à examiner, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Commentez le post épinglé pour les questions de cale sèche.